Et si je vous disais qu'il y a eu une époque où les villes américaines étaient conçues à peu près de la même manière que les villes européennes. Une époque où les voitures ne dominaient pas les villes, on pouvait vraiment se déplacer à pied. C'est vrai. Jusqu'au milieu du XXe siècle, des villes comme Baltimore, Cleveland, Détroit et bien d'autres étaient connues pour leur vaste réseau de tramways et de lignes ferroviaires. Au fil des décennies, ils ont été progressivement démantelés ou abandonnés au profit d'un urbanisme centré sur la voiture. C'était une tendance très délibérée qui a déferlé sur tout le pays. Mais en Europe, les villes sont restées relativement à l'écart de ce type d'aménagement. Quand et comment tout a mal tourné en Amérique? Eh bien, il est difficile de déterminer l'année exacte où l'Amérique a connu ce changement de mentalité, mais je situe cela autour des années 1920, la décennie qui a tout changé. Avant cela, les gens considéraient encore que les rues appartenaient naturellement aux piétons. Et il n'y avait donc aucune inclination naturelle à céder cet espace, d'une manière ou d'une autre, à ce nouveau mode de transport. Parfois, les gens voyaient les voitures comme un mal. Laissez-moi vous expliquer. En 1917, Détroit comptait 65 000 voitures sur la route, ce qui a entraîné plus de 7 000 accidents et 168 morts. 75% des victimes étaient des piétons. Dans les années 1920, à l'échelle nationale, 60% des décès dus aux automobiles concernaient des enfants de moins de 9 ans jouant dans la rue. La vitesse excessive était la principale cause de ces décès, amenant le public à voir les voitures comme un mal. Les constructeurs automobiles faisaient face à un cauchemar en relations publiques. La crainte et la haine du public menaçaient les profits des constructeurs automobiles, ce qui a ironiquement tout commencé à changer. Pour garantir leur présence dans les rues et l'argent des consommateurs, l'industrie automobile a modifié le récit par des méthodes de propagande habiles. Tout a débuté dans les années 20, quand l'industrie automobile a éduqué les enfants via des programmes de sécurité routière à l'école pour qu'ils s'arrêtent avant de traverser et laissent beau passer les voitures. On leur apprenait aussi qu'ils devaient se tenir complètement à l'écart de la rue, car les rues appartenaient aux voitures, pas aux gens. C'était un sentiment inédit, plus simple à transmettre à une jeune génération, assurant aussi un futur marché réceptif. Ainsi, les enfants grandiraient avec l'idée ancrée de la place des voitures dans la société, mais une génération d'adultes restait non convaincue. En fait, à Cincinnati, en 1923, une initiative référendaire a recueilli plus de 7000 signatures en faveur d'une règle qui aurait obligé tous les véhicules de la ville à être équipés d'un limiteur de vitesse, les limitant à 25 miles par heure. L'idée était que ce concept pourrait s'appliquer à toutes les villes. À ce moment-là, l'industrie automobile est passée à la vitesse supérieure. Il s'avère que les voitures ne se vendraient tout simplement pas autant s'il y avait une limite imposée à leur vitesse. L'industrie automobile a donc mené une campagne agressive pour empêcher le référendum d'être adopté, et elle a réussi. Revigorés par cette victoire, constructeurs, concessionnaires et passionnés se sont alors attachés à faire en sorte que, légalement, les rues deviennent le domaine des voitures et non des gens. C'était un coup de génie de leur part, une grande perte pour tous les autres. Mais comment cela a-t-il été? Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur. De la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple. Et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir, et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Cela a commencé par un lobbying en faveur de lois sur la circulation qui définissait où les piétons pouvaient marcher dans les rues, modifiant le discours public pour ne plus présenter les voitures comme une menace et faire porter la responsabilité des blessures ou des décès sur les individus. Peu après, les groupes de l'industrie automobile ont contrôlé des réunions convoquées par le secrétaire au commerce, Herbert Hoover,
pour créer une loi modèle sur la circulation utilisable par les villes du pays. Ils ont finalement adopté une ordonnance municipale type sur la circulation de 1928, inspirée d'une loi de Los Angeles, imposant des contrôles stricts pour les piétons. Cette loi imposait aux piétons de traverser uniquement au passage piéton à angle droit, ce qui reste la règle aux États-Unis aujourd'hui. Pour légaliser davantage ces lois, un outil plus puissant a été utilisé: l'invention du délit de traversée hors des clous et la création de la honte qui l'accompagnait. En s'appuyant sur l'idée qu'il serait plus marquant pour une personne d'être ridiculisée et jugée par ses pairs, l'industrie automobile a commencé à répandre l'idée que marcher où l'on voulait dans les rues était stupide, illégal et dangereux. Les militants de l'automobile ont poussé la police à humilier publiquement les contrevenants avec des sifflets et des cris, plutôt que de les corriger discrètement. Ils ont aussi mené des campagnes de sécurité avec des acteurs déguisés en costume du 19e siècle ou en clowns traversant illégalement les rues pour montrer que ce comportement était dépassé et ridicule. Cette méthode agressive de réécriture du récit autour de l'espace public a aussi conduit à l'invention du délit de traversée illégale. Juste pour clarifier, être un J à cette époque signifiait être quelqu'un de rustre ou de campagnard, quelqu'un de plus rural qui ne savait pas comment se comporter dans une grande ville. Les groupes pro-automobiles ont popularisé jaywalker pour désigner ceux qui marchaient mal en ville et mettaient en danger la sécurité publique, puis ont pris le contrôle des médias. Cela a commencé par le contrôle des articles sur les accidents de voitures. La Chambre nationale du commerce automobile, un groupe industriel, a créé un service gratuit pour les journaux, le Bureau national d'information sur les accidents. Les journalistes envoyèrent les informations d'un accident et recevaient un article prêt à imprimer le lendemain. Bien sûr, cependant, le ton de l'article rejetait toute responsabilité du conducteur de l'automobile sur le piéton, réécrivant ainsi le récit qui allait imprégner la société américaine jusqu'à aujourd'hui. Pour mettre ces effets en perspective, 1 500 000 voitures étaient immatriculées aux États-Unis en 1920, mais en 1929, ce nombre dépassait les 20 millions, et la situation n'a fait qu'empirer avec le temps. Au milieu des années 1930, il y avait déjà une automobile immatriculée pour 2 foyers américains. Plus tard, les médias sont devenus plus efficaces pour promouvoir l'importance des voitures et ont même réussi à faire évoluer la culture de tout le pays vers une société qui mettait l'accent sur l'individualisme et la liberté qu'offre la route. Les constructeurs automobiles ont beaucoup investi dans des campagnes publicitaires qui présentèrent la voiture comme un outil essentiel pour atteindre le rêve américain. Et ils ont utilisé diverses techniques pour rendre leur message plus attrayant pour les consommateurs. Un exemple réussi de cela fut la campagne « Découvrez les États-Unis en Chevrolet », qui a eu lieu de 1948 à 1961. La campagne utilisait des jingles accrocheurs, des images attractives de voitures et de paysages, et un message valorisant la liberté et l'aventure du voyage en voiture. Cela a renforcé l'idée que les voitures étaient essentielles au mode de vie américain, incitant les gens à acheter des voitures et à partir en voyage en voiture. Une autre forme de propagande issue de cela fut la promotion d'infrastructures automobiles, telles les autoroutes et parkings, comme symbole de progrès et de modernité. Ce message a aidé à faire des infrastructures automobiles un élément clé de la croissance économique et du développement. Et cela a conduit à des politiques et des investissements qui favorisaient les déplacements en voiture au détriment des autres modes de transport, comme les transports en commun ou la marche, qui étaient présentés comme moins désirables. Les médias abordaient le transport sous l'angle des embouteillages et de la circulation, ignorant l'accessibilité et l'équité. Tout cela a conduit le Congrès à adopter la loi fédérale sur l'aide à la construction des autoroutes en 1956, qui a financé la construction d'un réseau national d'autoroutes. Depuis, la partie est terminée. Ce système, 42 500 miles de routes principales à travers les États-Unis, traversait les zones urbaines, détruisant complètement certains quartiers urbains et en isolant totalement d'autres. Ces zones isolées se sont transformées en banlieues, et si on y réfléchit, le concept de banlieue est plutôt fou. Ce sont des quartiers entiers, souvent sans beaucoup de services accessibles à pied, qui ne sont accessibles qu'en voiture. C'est un vrai changement comparé aux espaces publics animés des établissements humains traditionnels. Chaque fois qu'il y avait une controverse à cause de cela, de nouveaux médias étaient créés pour y répondre. Prenez l'exemple de 1961. Les voitures étaient vivement critiquées car le nouveau réseau autoroutier risquait de détruire ou perturber des quartiers dans de nombreuses villes américaines comme l'Interstate 95 à Miami. Il en est résulté la célèbre émission de DuPont Show of the Week, sponsorisée par DuPont, qui détenait 23% de General Motors, diffusant Merrily We Roll Along, The Early Days of the Automobile, sur la passion américaine pour l'automobile. Et ces choses semblaient fonctionner parce qu'elles ont apporté une nouvelle idée sur les Américains et les voitures. À partir de ce moment-là, rien n'a vraiment changé, et l'Amérique que nous connaissons aujourd'hui en est le résultat. Cependant, il était irréaliste de penser que l'Amérique développerait ses villes comme l'Europe pour de nombreuses raisons.
Les villes européennes sont bien plus anciennes que celles américaines. Elles n'ont pas été construites en pensant aux voitures, et donc elles ont de petites rues étroites, adaptées uniquement aux piétons ou à des charrettes tirées par un seul cheval. Les villes américaines n'avaient tout simplement pas la même infrastructure historique et la même planification urbaine que de nombreuses villes européennes avaient développées au fil des siècles. La plus grande richesse personnelle aux États-Unis a également permis aux ménages de s'offrir plus facilement des voitures que les ménages européens, qui étaient relativement plus pauvres, surtout dans les années qui ont suivi immédiatement la Seconde Guerre mondiale. Et qui peut oublier le fait que l'Amérique est pratiquement de la même taille que l'ensemble du continent européen. Avec l'immensité du pays, il était inévitable que la voiture devienne beaucoup plus importante là-bas qu'en Europe, parce qu'elle était nécessaire pour se déplacer. Donc, je veux dire, c'était en quelque sorte prévisible dans une certaine mesure. Quoi qu'il en soit, ce que nous avons maintenant, c'est tout simplement trop. Et c'est exactement pourquoi l'Amérique commence, ou du moins essaie, à se tourner vers des villes où l'on peut se déplacer à pied, comme le concept de la ville du quart d'heure, où les gens ne sont jamais à plus de 15 minutes à pied ou à vélo de tous les services dont ils ont besoin pour vivre, apprendre et s'épanouir. L'idée est séduisante par sa simplicité. Elle place les personnes et l'environnement au centre de la planification urbaine. Quant à savoir si cela sera finalement mis en œuvre, ou du moins quelque chose de similaire, il faudra attendre de voir. Merci d'avoir regardé.